vous parlez du terrorisme islamiste, c'est un peu différent. Ce n'est pas la laïcité qui traite le terrorisme islamiste. Ça, c'est des mesures d'ordre public menées par le ministère de l'Intérieur. Mais là, excusez-moi, mais vous faites une confusion courante dans le débat public. La laïcité ne peut pas répondre au terrorisme islamiste. En revanche, il peut effectivement, en certaines matières, prévenir une radicalisation. Mais à l'inverse, une mauvaise compréhension de la laïcité et une perversion de la laïcité qui serait vue comme anti-religieuse va alimenter les discours endoctrineurs radicaux. Donc justement, ne tomberons pas dans le jeu de ces endoctrineurs radicaux en durcissant excessivement la laïcité, puisque ça ne fait que leur jeu. Puisque du coup, ça alimente le discours victimaire qui serait de dire « vous voyez, vous êtes discriminés, on ne veut plus de vous, etc. etc. » Après, on peut analyser cet extrémisme musulman. Il remonte à assez longtemps, il n'est pas récent. Aujourd'hui, et ça Philippe Portier vous en parlerait très bien, vous avez une sorte de polarisation de la société entre, d'une part, une partie de la population croissante qui s'éloigne des faits religieux, qui s'éloigne de la pratique, même quand ils sont croyants, donc une sécularisation qui continue toujours, y compris au sein de l'islam. Vous avez 2 fois plus de personnes qui sortent de l'islam que de personnes qui y rentrent. La seule religion aujourd'hui qui gagne en fidèles, c'est le courant protestant évangélique, qui gagne beaucoup de fidèles d'ailleurs. Un temple évangélique se construit tous les 10 jours à peu près, s'ouvre tous les 10 jours. Mais mis à part ça, il y a une sécularisation nette qui continue un peu de partout. Et face à cette sécularisation, vous avez une partie de la population, en fait une partie des croyants, dans tous les courants religieux, dans toutes les religions, qui réaffirment leurs marqueurs identitaires religieux, et notamment par de la visibilité. Et ça, on le voit dans toutes les religions, mais aussi, bien sûr, dans l'islam. Vous ajoutez à cela le fait que sont importés des conflits au Proche-Orient ou en Afrique, dans l'Hexagone. Ensuite, le fait qu'il manque considérablement en France de mixité sociale, pas de mélange de population, repli communautaire, sachant, qui plus est, qu'une grande partie, malheureusement, de la population de confession musulmane vit dans les quartiers les plus ségrégés et les plus populaires, et sont dans les CSP, les catégories socio-professionnelles les plus fragiles, donc concentration de population, repli communautaire, pas de mixité sociale, pas de mélange, pas d'interaction socioculturelle, ce qui mène évidemment à des replis communautaires, y compris à des replis communautaires religieux. Vous ajoutez à cela le passé compliqué de la relation entre la France et l'islam, notamment avec les colonies, qui n'est pas toujours correctement traitée encore aujourd'hui, notamment avec l'Algérie. Vous ajoutez à cela le contexte des attentats islamistes, qui crée des confusions douteuses entre la pratique générale de l'islam et l'islamisme radical, le djihadisme, mais qui du coup forcément alimente beaucoup de peur et des craintes, légitimes par ailleurs. Et c'est ça d'ailleurs, c'est la raison principale qui crée cette peur. Et vous ajoutez enfin à cela l'influence et l'ingérence d'idéologies étrangères depuis les années 90, c'est pas du tout d'hier. Depuis les années 90, en particulier dans des quartiers populaires et auprès de populations fragilisées, ingérence face à laquelle les autorités, quels que soient les gouvernements, n'ont rien fait, ou très peu, face à laquelle le culte musulman a trop peu fait parce qu'il est trop peu structuré du fait de l'islam consulaire, c'est-à-dire de guéguerres intestines entre les pays d'origine qui veulent continuer à avoir une influence sur la diaspora même au bout de la 4e génération, donc entre l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Cette ingérence, elle vient d'où ? Elle vient du Golfe, essentiellement d'Arabie Saoudite et du Qatar. Le Qatar, c'est plus dans une logique d'islam politique, c'est-à-dire d'islam qui s'investit dans le champ politique. Et l'Arabie Saoudite, c'est plus dans la logique du salafisme, du wahhabisme, et plus largement du salafisme, qui s'est imposé chez certains jeunes qui, par perte de repères et pour plein de raisons, on pourrait y revenir aussi, étaient sensibles à ces thèses-là. Et alors voilà, vous ajoutez toutes ces raisons, vous arrivez à notre situation de crispation extrême, effectivement, sur l'islam, et au-delà, bien sûr, enfin surtout sur l'islamisme, mais même au-delà de ça, parfois, sur l'islam. Donc, il faut, pour arriver à traiter de cette question, il faut traiter de toutes ces raisons. Pour arriver à résoudre et à solutionner ce problème, il faut traiter de toutes ces raisons. Et ça ne sert à rien, excusez-moi, mais de dire laïcité, 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 de sauter comme un cabri, comme disait De Gaulle, ça ne changera rien. Rien du tout. D'entendre tous les jours dans les médias publics privés, enfin dans tous les médias, parler de laïcité à tout bout de champ pour dire tout et n'importe quoi, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut faire, c'est répondre à ces raisons. C'est attaquer aux racines. C'est effectivement renforcer la mixité sociale. À l'école aussi, quand vous avez des établissements scolaires qui sont complètement ségrégés, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des replis communautaires et des conflits en leur sein. Il faut effectivement
être ferme, bien sûr, sur certaines mesures, parce qu'il y a aussi l'aspect répressif. C'est pour ça que l'Observatoire de la laïcité est à l'origine d'une circulaire du ministère de la Justice pour mobiliser tous les procureurs de la République pour sanctionner tout acte contraire aux exigences minimales de la vie en société, dignité des personnes, égalité femmes-hommes et bien sûr laïcité. Mais il faut aussi appliquer en acte la devise républicaine et donc effectivement lutter contre toutes les discriminations pour pas effectivement laisser le champ au discours victimaire et que tout le monde puisse réellement être égaux, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le reconnaître. Quand vous regardez les études du défenseur des droits, c'est très inquiétant. De fait, les Français de confession musulmane, parce que perçus comme de confession musulmane, sont beaucoup plus discriminés que les autres. Il faut aussi s'attaquer beaucoup plus à la diversité des mémoires, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance à la nation française qui soit beaucoup plus fort chez certains jeunes. Pourquoi on ne parle jamais de personnalités qui ont participé à l'histoire de notre pays et qui viennent d'horizons très divers? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes issus des Outre-mer, d'Afrique subsaharienne, maghrébine, d'Asie, qui ne se sentent pas pleinement français parce qu'ils ne se sentent pas perçus comme français et parce qu'effectivement, ils ne s'identifient pas. Pourquoi on ne parle pas de personnalités comme l'émir Abdelkader, comme Deo Vandry, comme Henri Sidambarom, comme Sarda Gariga, comme Léopold Sédar Senghor, etc., qui sont des personnalités très différentes, de confessions, de convictions toutes différentes, mais qui ont toutes été décorées par la République laïque par rapport à ce qu'elles ont pu apporter à notre pays. Donc cette diversité d'éléments, elle est également très importante. Après, il faut lutter de manière diplomatique contre les ingérences idéologiques dont je vous parlais tout à l'heure. On ne l'a pas suffisamment fait, parce qu'on sait bien aussi que certaines de ces influences viennent de pays qui financent largement certaines économies françaises. Donc là, il faut aussi le dire, et il faut s'opposer diplomatiquement à ces ingérences. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Si on ne fait pas ça et qu'on préfère faire la course au voile de maman qui accompagne une sortie scolaire bénévolement ou crier laïcité à tout bout de champ sans la traduire en acte derrière, ça ne servira à rien.